Sur les antennes de Numérica Télévision, les projecteurs de toute l'Afrique sont braqués à Addis Abeba où se tient le 30e sommet de l'Union africaine. Et vous avez compris que Paul Kagame, président du Rwanda, a pris les commandes de cette institution africaine. Il remplace à ce sujet son homologue de la Guinée, Alpha Condé. Les détails à suivre dans un instant. Le discours de Joseph Kabila, du moins le point de presse du président de la République, encore d'actualité. Les réactions se succèdent mais ne se ressemblent pas. Pour la majorité, Joseph Kabila a fixé l'opinion et pour l'opposition, le président de la République n'a rien dit de nouveau. Pour les plus radicaux, Joseph Kabila a tout simplement menti à la nation congolaise. C'est ce que disait le président de l'Union pour la nation congolaise, Vital Kamerhe, qui était le premier opposant à réagir face aux propos tenus par le président de la République, Joseph Kabila. La deuxième partie de cette édition de dimanche sera consacrée, comme d'habitude, à la page rétrospective de l'actualité de la semaine telle que diffusée sur nos antennes par nos reporters. Et pour commenter l'actualité ce dimanche, nous recevons Yannick Chisola. Il est adjoint au vice-président de la Ligue des jeunes du PPRD. Yannick Chisola, bonsoir. Bonsoir, Madame Rachel. Merci de répondre à notre invitation. Joseph Kabila a parlé. A-t-il convaincu? Je crois que le président s'est étalé sur la vie de la nation. Le président de la République a abordé toutes les questions qui touchent à la vie de la nation. Et le plus important, puisque nous sommes dans une année électorale, c'est le processus électoral. Le chef de l'État a parlé du processus électoral. Et moi, je pense qu'à moins d'être de mauvaise foi, je pense que le président de la République a convaincu. Parce que le président de la République a encore une fois assuré que cette année est une année électorale. Le processus électoral est irréversible. Nous devons nous préparer aux élections. Les partis politiques devraient se préparer aux élections. Et nous, à la majorité présidentielle, et au Parti du peuple spécialement, nous sommes en train de nous préparer aux élections. Nous sommes en train de confectionner nos listes électorales. Moi-même qui vous parle, je reviens d'un long séjour au Katanga, notamment dans le territoire de Kombo, où je me porterai candidat. Je suis allé sensibiliser justement ma base électorale parce que nous allons aller aux élections. On va donc scruter le discours de Joseph Kabila. Je vous en prie, tout à l'heure. Yannick Chisola, mesdames et messieurs, bienvenue à tous et à chacun. Le président guinéen Alpha Condé a passé le relais de la présidente tournante de l'Union africaine à son homologue rwandais ce dimanche à l'occasion du 30e sommet de l'organisation à Addis Abeba. À 60 ans, Paul Kagame prend les commandes de l'Union africaine pour un mandat d'une année. En 2019, il passera à son tour le relais au président égyptien. Et dans son discours d'acceptation de la présidence en exercice, Paul Kagame a déclaré, je cite, « Il n'y a pas de pays sur notre continent qui ne veuille pas faire partie d'une Afrique plus affirmée et d'une Afrique plus visible. Les programmes, les politiques et les priorités de l'Union africaine contiennent de bons outils pour le travail. » À la jeunesse africaine, Paul Kagame dit « Nous ne pouvons pas construire l'Afrique sans la jeunesse ». Et de son côté, dans son discours, Alpha Condé, président sortant de l'Union africaine, a demandé à l'Afrique de prendre son destin en main, que les problèmes africains soient résolus par les Africains, disait-il dans son discours. Nous critiquons nos partenaires dans leur responsabilité, dans le retard pour le développement de l'Afrique, mais nous devons aussi reconnaître que si nous avons joué notre rôle, si nous avons trouvé des emplois à nos jeunes, ils n'auraient pas immigré. Donc, nous ne sommes plus les syndicats des chefs d'État qui se supporteront les uns les autres. Nous devons être maintenant les chefs d'État responsables qui ne reculent pas devant leurs responsabilités malgré les faiblesses.
congolaise. Et sachez que l'Union africaine est une organisation d'États africains créée en 2002 qui a pour but d'œuvrer pour la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique. Et également, au cours de ce sommet, Antonio Guterres, le patron, le secrétaire général des Nations Unies a donc, on va dire, apporté où Antonio Guterres a déploré la mort des casques bleus en République démocratique du Congo. Donc, nous découvrons ces dépêches avec vous sur ce plateau. Yannick Chisola, première question concernant l'Union africaine. Un sommet d'une importance capitale pour les pays membres de cette institution ou de cette organisation africaine. Mais comment vous justifiez le fait que le président de la République ne participe presque pas à ces grandes rencontres internationales ou africaines? La République démocratique du Congo a ce 30e sommet représenté par le chef de la diplomatie, le ministre Léonard Tchéo-Kitundu, le vice-premier ministre Léonard Tchéo-Kitundu, ministre des Affaires étrangères. Non, je crois que la République justement démocratique du Congo est représentée par le ministre des Affaires étrangères. Je pense que nous sommes en train nous avons des questions d'actualité importantes au pays et le président de la République est le seul à pouvoir à posséder le maximum d'informations pour savoir s'il est opportun qu'il fasse le déplacement. Moi je pense que mais c'est quand même important que le chef de l'État soit là aux côtés de ses homologues pour discuter des questions. Le pays est représenté au sommet. Les questions du pays. Le pays est représenté au sommet. Ça fait combien de fois que et la politique extérieure d'un pays est un domaine de collaboration entre justement le président de la République et le gouvernement. Et en parlant de gouvernement, je crois que le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, est en train de jouer là son rôle. Et je voudrais ici faire chapeau bas à ce vaillant diplomate, parce que vous le savez que depuis qu'il est à la tête du ministère des Affaires étrangères, on sent quand même que la position de la RDC la position du gouvernement congolais est entendue. Je pense que donc le pays est représenté à un très haut niveau. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères n'est pas un simple fonctionnaire des Affaires étrangères, c'est à un très haut niveau. Et si le président ne se déplace pas, je crois qu'il y a peut-être des contraintes. La présence physique du chef de l'État, c'est aussi important. Pourquoi Joseph Kabila ne participe pas? Est-ce que c'est pas comme Vital Kamerhe le disait lors de son point de presse, une politique d'isolement? Non, ce n'est pas ça. Je crois que, comme je vous ai dit, le chef de l'État, ce n'est pas seulement à des sommets que l'on fait la diplomatie. La diplomatie, ce n'est pas seulement aller à participer au sommet des chefs d'État. Le chef de l'État est en train de s'occuper d'abord des affaires importantes. Vous savez que l'actualité bouge au niveau de la RDC. Le chef de l'État devrait donc se plonger justement pour stabiliser ce pays, parce que nous sommes en train malheureusement de subir un complot contre la démocratie, un complot contre les institutions. C'est qui complote contre la démocratie? Mais c'est une opposition qui s'est radicalisée, qui a pris comme alliés certains cardinaux. Tous ceux ont été sus aux mamelles des puissances étrangères. Et donc, le chef de l'État, en tant que garant de la nation, doit être à Kinshasa pour pouvoir sécuriser les personnes et leurs biens, pour pouvoir sécuriser la population congolaise. Notre démocratie est en danger. Vous avez suivi vous-même des gens qui scandent des slogans putschistes. Aujourd'hui, nous sommes donc en train de vouloir réveiller. Je vous parle de l'UDPS. Je vous parle de l'UDPS. Qui n'ont pas des armes, qui ne manient pas. Non, vous savez, c'est comme des arroseurs. Je suivais dernièrement le président turc Recep Tayyip Erdogan dans une conférence de presse qu'il a tenue à Paris. Il ne faudrait pas qu'on considère toujours ce qui exécute comme eux les vrais auteurs. Il y a aussi des auteurs intellectuels. Ceux qui créent des slogans du genre « transition sans Kabila », ce sont des slogans putschistes. Ce sont eux qui arrosent justement à ce cycle de violence. Ce sont eux qui arrosent à cette spirale de haine. Ce sont eux qui arrosent à ce terrorisme. Ceux qui disent Joseph Kabila élu, réélu, éligible,
mandat et Zananou. C'est pas ça aussi. Mais Joseph un slogan Kabila, qui tue la mais démocratie. Joseph Kabila a été élu en 2006. Et éligible. Oui, il est éligible. Joseph Comment, Kabila. par quel mécanisme? Lisez Alors la que cette Constitution. même Constitution Lisez la Constitution. dit 2 mandats suffisent. Ah donc Joseph Kabila ne peut pas être candidat député national? Il ne peut pas être éligible à ce niveau-là? Est-ce que Joseph Kabila ne peut pas être... Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-moi répondre à vos questions. Lorsque l'on dit que Joseph Kabila est éligible... Ne pas les enfants de mon Dieu comme disait quelqu'un comme des canards sauvages. Non, s'il vous plaît. Est-ce que Joseph Kabila n'est pas éligible gouverneur d'une province? Est-ce que Joseph Kabila n'est pas éligible député national? Il est sénateur à vie. Est-ce qu'il n'est pas éligible président du Sénat en tant que sénateur à vie? Il est éligible, n'est-ce pas? Mais cela n'a rien à voir avec ceux qui disent transition sans Kabila, alors qu'ils savent très bien que l'article 70, alinéa 2, dispose que le chef de l'État, le président de la République, reste en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau président élu. Ça n'a rien à voir avec Joseph Kabila éligible. Parce que vous dites qu'il sera sénateur à vie. Mais en tant que sénateur à vie, il ne peut pas être président du Sénat. Il n'est pas éligible à ce poste. Quand on dit éligible, c'est que ce président de la République peut être éligible au poste de président du Sénat. Il peut être éligible au poste même de maire de la ville, même de bourgmestre, pourquoi pas? Alors pourquoi vous voulez aujourd'hui pouvoir mélanger ce slogan qui est républicain à un slogan putschiste qui dit tout simplement transition sans Kabila? Cette transition, dites-moi dans la Constitution, s'il y a un endroit où on est prévu une transition. La transition sans Kabila, c'est plus ça le débat. Le débat maintenant, c'est allons aux élections, que les élections se tiennent et appliquer l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais l'accord de la Saint-Sylvestre... Dans son intégralité. Mais cet accord est appliqué. Dites-moi... Les mesures de décrispation, qu'en est-il? Mais vous parlez de quoi précisément dans ces mesures de décrispation? De quoi? Vous parlez de doublement de partis politiques? Mais c'est un faux fuyant, madame. Vous êtes une journaliste d'investigation. Est-ce que vous savez qu'en 1960, le MNC, le parti cher à Lumumba, est allé aux élections dédoublées? Nous avions le MNC Lumumba, nous avions aussi le MNC Kalonji, mais Lumumba a remporté les élections. Est-ce que vous savez qu'en 2011, l'UDPS est allé aux élections dédoublées? Nous avions l'UDPS de Tshisekedi et l'UDPS Kibasa Maliba. Dans ce cas, il faut continuer à dédoubler. Est-ce que vous savez qu'en 2006, en 2003, Joseph Kabila n'a pas pris le parti de son père, le PRP, qui existe? Joseph Kabila a créé un nouveau parti. Il a dédoublé le PRP? Non, il a créé un autre parti, le PPRD. Créer des partis politiques. Non, vous savez... Pourquoi aujourd'hui, si vous dites ça, Yannick Chisola, ceux qui vous suivent ont l'impression que le PPRD ou la majorité présidentielle le fait de gré, de pouvoir... Nous ne sommes pas impliqués ni de près ni de loin à ce qui se passe au sein de ces partis d'opposition. Des présidents de ces partis ont pris des positions qui ont mis à mal leurs cofondateurs ou leurs collègues de cofondateurs. Alors que dans l'accord signé devant la Senco le 31 décembre 2016, il était question finalement d'en finir avec cette question de dédoublement de partis politiques. Mais qu'est-ce que l'on constate? L'autorité, disons le secrétaire général de la majorité présidentielle qui fait la ronde dans les partis de l'AMP. C'est votre droit de pouvoir, on vous le concède, de pouvoir préparer des élections qui va rencontrer les partis, notamment ces partis dédoublés. Ça veut dire qu'il y a une volonté délibérée. La loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques dispose que pour créer un parti politique, il faudrait qu'il y ait une représentativité nationale. C'est-à-dire que les partis politiques ne sont pas créés par le chef, par une seule personne. Ces partis sont créés par plusieurs personnes. C'est ce qu'on appelle les cofondateurs. Et lisez les statuts de ces partis. Qu'est-ce qu'ils disent? Ces gens qui ont été éjectés de leur parti, ils l'ont été sur base des statuts de leur parti. Et s'il y a une réclamation à faire, ces réclamations doivent être portées devant les cours et tribunaux et non par un arrangement particulier entre acteurs. Ça, c'est une violation de la Constitution et nous n'avons pas cautionné cette violation. Et nous avons dit déjà lorsqu'il y a eu signature de l'accord, en disant que toute disposition de cet accord qui violerait la Constitution, elle était réputée non écrite. Vous dites de cette année électorale, selon le président de la République, vous soutenez qu'en 2018, il y aura élection. Nous souhaitons qu'il y ait élection. Nous avons la soif. Nous avons cette soif d'aller aux élections. Nous avons cet appétit. Moi-même qui vous parle, je suis candidat député national de la circonscription de Kambov. Mes électeurs ne veulent que ça aille vite pour me voir à l'Assemblée nationale porter ce territoire très haut. Mes électeurs me l'ont dit. Ils me poussent, ils m'appellent chaque matin. De toute façon, pour vous, c'est un chemin déjà balisé. Parce que quand on a chanté la gloire de Joseph Kabila...
qu'est-ce qu'il vous reste encore? Ça sera la récompense, Yannick Chisola. Nous sommes la ouvert vers la récompense. La récompense, ce sont ces jeunes gens qui nous ont vu grandir, qui nous ont vu évoluer politiquement et qui savent que nous avons le profil et les aptitudes de pouvoir les représenter à l'Assemblée nationale. Moi, je dis tout simplement ceci, c'est que ceux qui veulent s'accrocher derrière des dénominations, nous avons vu des gens créer des partis. Tshisekedi était cofondateur du MPR. Celui qui a même écrit l'acte constitutif du MPR. Il a créé son parti, l'UDPS. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas avoir leur courage en main pour pouvoir créer des nouveaux partis? Ils doivent le faire avant. D'une part, si le président de la République rassure que lui aussi, il voudrait que les élections se tiennent dans ce pays et que la Constitution soit respectée. D'autre part, son discours également suscite, comment dire, un petit débat. Parce que Joseph Kabila, un peu plus tard, dans son point de presse, il dit que des élections nous coûtent cher et qu'il va falloir à un certain moment prendre des options et des mesures courageuses. Alors, de ces mesures courageuses, les uns et les autres pensent déjà à un probable, on va dire, une modification de la Constitution, peut-être un référendum, mais les propos du chef de l'État n'ont pas été clairs. À ce sujet, je vais vous proposer de suivre le point de vue du président de l'UNC, Vital Kamerhe, qui réagissait à ce propos des élections qui coûteraient cher et des mesures courageuses à prendre, dont parlait le président de la République lors de son point de presse. Il est au micro de Giresse Chimanga. Voilà un président sortant, mais qui dit que les élections coûtent cher, mais nous devons lever des options courageuses pour amoindrir les frais. Ces options seront levées quand? Pendant qu'il est président ou après? Si c'est après, c'est sans objet. Et je crois qu'il se met dans l'optique de lever ces options pendant qu'il est encore président de la République. Et ça s'appelle référendum constitutionnel. Et ça, je crois, s'il ose faire ça, ce serait vraiment la goutte qui va faire déborder le vase. Nous le tenons à l'œil, madame, ne vous en faites pas. Tout cela, nous surveillons. Il croit que très facilement, il peut transformer le PPRD en une sorte de grand parti politique. Et encore, aux prochaines élections, arborer quand même le symbole du PPRD, je crois, c'est moins de chances d'être élu. Et suivez également le point de vue du vice-ministre de l'Intérieur, Basile Olongo, qui répond. On va commenter sur ça tout à l'heure. Yannick Chisola, il analyse, lui, cette façon de voir les choses du président de la République quand il disait que nous devons prendre des décisions et options courageuses. Suivez le point de vue du vice-ministre Basile Olongo. Pour organiser les élections, nous devons dépenser 1,2 milliard de dollars. C'est combien d'hôpitaux? Combien d'écoles? Est-ce qu'il n'y a pas mieux à faire? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de modifier les systèmes? Est-ce que peut-être ce n'est pas dit parce que nous appliquons ces systèmes proportionnels comme ça intégral? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de passer par les grands électeurs? C'est ça ce qu'il lance comme débat. Les intellectuels doivent réfléchir pour se dire non, écoutez, que non, nous devons réfléchir, que nous devons trouver des solutions. Est-ce qu'on doit continuer comme ça? Est-ce qu'il ne faut pas améliorer l'enregistrement ou le recensement, mettre en marche l'état civil pour que ça ne se passe pas comme ça? Donc tout ça, c'est ce que le chef de l'État a demandé. Si on le fait maintenant, on va dire non, on a changé les règles de jeu pendant que, juste avant les élections. Mais après les élections, on peut réfléchir ensemble pour trouver est-ce que le système de recensement, si on le fait à temps, on le fait bien, est-ce que ça ne sera pas moins coûté? Une élection de 1,2 milliard. Réfléchissons, regardons ici en Afrique, quel est ce pays-là qui dépense 1,2 milliard pour 200 millions pour les élections? C'est un problème. Donc, il a demandé à ce que nous puissions réfléchir. Et je pense que ce sera très mal indiqué qu'au lieu de réfléchir, que les gens se mettent à polémiquer sur des choses. Tout ça. Moi, aujourd'hui, ce que je peux dire à tous les compatriotes, et que mettons de côté la distraction. Les histoires de marche avaient comme objectif
Il faudrait que la situation change, que les Congolais mangent 7 fois par jour. Non, c'est une distraction. Trouvons des animateurs qui vont faire que les Congolais puissent vraiment vivre ce bonheur-là que nous voulons. Yannick Chisola, vous avez suivi le président national de l'UNC et le vice-ministre Basile Lungo. Quelle est l'interprétation ou l'analyse que vous en faites, vous, à la Ligue des jeunes, au PPRD, sur cette notion des élections qui coûtent très cher pour la République et des mesures courageuses à prendre? Oui, d'abord je veux vous dire tout simplement que j'ai suivi Vital Kamere. Vous connaissez, c'est un secret de Polichinelle, Vital Kamere souffre d'une crise d'affection. Vous savez, par moments, il adore réagir par réflexe et non pas après une réflexion. Pourquoi? Parce qu'il souffre d'une crise d'affection. Il voudrait bien se faire remarquer, il voudrait bien que le chef de l'État le remarque parmi tant de ses collaborateurs, parce qu'il a toujours rêvé être encore le conseiller du chef de l'État, être toujours proche du chef de l'État. Voilà pourquoi ces réflexions, voilà pourquoi ces analyses sont toujours émotionnelles et n'ont jamais fondé. C'est un manque de contre-argument par rapport à ce que Kamere dit. Kamere dit c'est toujours émotionnel, ce n'est jamais fondé. Lorsque le chef de l'État parle de la réflexion, en politique, hein. Lorsque le chef de l'État parle des réflexions sur la question de nos élections, c'est une problématique sérieuse. Effectivement, nos élections coûtent énormément cher. Nos élections coûtent 1 milliard de dollars, 1,2 milliard de dollars. Pour un pays aussi riche. Non, pour un pays qui a un budget. Si l'argent de l'État rentrait réellement dans le caisse de l'État, nous aurions l'argent pour organiser les élections. Mais pour l'instant, nous avons un budget de plus ou moins 6 milliards, 7 milliards de dollars. On ne peut pas aujourd'hui consacrer 1,2 milliard de dollars pour les élections. Est-ce que vous savez aujourd'hui, madame, qu'un pays comme le Nigeria, je ne cesse de le dire, un pays comme le Nigeria, qui est la première économie du monde, plutôt de l'Afrique, ce pays ne dépense que 600 millions de dollars pour ces élections. Un pays comme l'Afrique du Sud, ce pays ne dépense que 150 millions de dollars pour les élections. Vous savez la différence entre Joseph Kabila et Vital Kamere, c'est quoi? C'est que Joseph Kabila est un homme d'État et Kamere est un homme politique. Kamere ne pense qu'à l'élection prochaine, alors que Joseph Kabila pense aux générations futures. Lorsque Joseph Kabila est en train de parler des élections, il ne voit pas seulement l'élection, l'élection qui est proche, il voit les autres élections. Parce que si nous organisons celle-ci en 2018, peut-être qu'en 2025, nous aurons besoin de 3 milliards de dollars. Il faudrait donc résoudre en amont cette question. Voilà pourquoi nous sommes en train de déplorer justement cette classe politique zaïroise dont incarnent justement des gens comme Vital Kamere, qui sont pressés pour leurs propres intérêts, alors que nous avons besoin d'économiser énormément d'argent afin de pouvoir construire des routes, afin de pouvoir construire des écoles, afin de pouvoir construire des hôpitaux. Lorsque le président, en tant que visionnaire, lance ce débat, il faudrait justement que les intellectuels que nous sommes puissions nous regrouper pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et je voudrais féliciter la CENI qui a introduit dans notre processus la machine à voter. Avec cette machine à voter, nous allons épargner 180 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Je suis encore content de cette loi électorale, parce que cette loi électorale voudrait favoriser le système d'apparentement qui fera ce que nous ayons des grandes coalitions. Ça va diminuer les nombres de partis qui, en principe, compétissent. N'oubliez pas qu'il y a un recours en contestation introduit à la Cour constitutionnelle c'est juste par pour l'opposition, justement sur cette question également de la machine à voter qui est peu... Je crois que c'est peu crédible pour l'opposition et pour une certaine partie de la population congolaise. C'est pour amuser la galerie qui sont allés là-bas. Vous savez que nous avons habitué à la théâtralisation de la vie politique. Mais les hauts magistrats de la Cour constitutionnelle savent que cette machine à voter n'est pas un vote électronique. C'est juste une facilitation pour pouvoir économiser de l'argent, parce qu'on ne peut pas aller aux élections avec une encyclopédie des candidatures. Nous devons avoir, comme partout ailleurs, des bulletins, parce que nous avons besoin d'économiser l'achat des urnes, nous avons besoin d'économiser l'achat d'impression des bulletins de vote. Nous avons aussi besoin d'épargner le temps, parce que le temps c'est de l'argent. Avec ces encyclopédies, nous allons prendre énormément de temps, parce que nous avons malheureusement 3 élections le même jour. Voilà pourquoi des intellectuels réfléchissent, alors qu'il y en a d'autres qui préfèrent se livrer en spectacle parce qu'ils sont en crise d'affection, parce qu'ils veulent que le chef de l'État puisse faire attention à eux. Je crois que c'est ridicule et c'est ce que fait le président de l'UNC.
À présent, la seconde partie du journal, notre revue des événements marquant la semaine finissante, la rétrospective dans une sélection de Tapi Loutounou et un montage assuré par Didier Boalé. Lundi, nous sommes revenus sur le bilan de la marche pacifique organisée par le comité laïque de coordination pour exiger l'application du strict respect, l'application stricte de l'accord de la Saint-Sylvestre, mais interdite par l'autorité urbaine. Vous suivrez également la réaction du cardinal Laurent Monsengo et celle du pape François. 24 heures après la marche organisée par le comité laïque de coordination, il y avait une controverse autour du bilan de cette manifestation interdite par l'autorité urbaine. À la MONUSCO, on parle des 6 personnes tuées. Donc 6 personnes tuées, tout à Kinshasa, 63 blessés sur l'ensemble du territoire et 118 arrestations. Des chiffres contredits par la police qui évoquent, elle, les nombres de 2 morts du côté de manifestants. Au cours d'une conférence de presse, le cardinal Laurent Monsengo a dénoncé l'attitude des forces de l'ordre sur les fidèles de l'église catholique et d'autres confessions religieuses qui voulaient pacifiquement marcher. Comme le 31 décembre 2017, des chrétiens de certaines paroisses ont été empêchés de prier. Plusieurs autres ont été empêchés de sortir de l'enclos des paroisses par des policiers et des militaires plus qu'armés, comme s'ils étaient dans un champ de bataille. Et depuis la place Saint-Pierre au Vatican, le pape François a renouvelé son appel contre l'usage de la violence en RDC. Et aujourd'hui, m'arrivent des nouvelles très inquiétantes depuis la République démocratique du Congo. Pensons au Congo. En ce moment, depuis cette place, avec tous ces jeunes, je demande aux autorités, aux responsables et à tous les responsables de ce pays bien-aimé de faire le maximum, les plus grands efforts pour éviter toute forme de violence. Le porte-parole de la majorité présidentielle a pour sa part estimé que la journée du 21 janvier avait été plutôt calme. André Alain Tundu a salué le professionnalisme des forces de l'ordre. Il a aussi dénoncé l'attitude incivique et téméraire du comité laïque qui, selon lui, a certes le soutien de l'archevêque de Kinshasa, mais pas de l'ensemble de l'église congolaise. Après la marche du comité laïque de coordination, la connexion Internet et les services SMS coupés avaient été rétablis. Mais la coupure n'a pas seulement pesé sur l'économie, le secteur de l'enseignement et de la recherche scientifique en a aussi pâti. Au campus numérique francophone de Kinshasa, par exemple, toutes les activités étaient paralysées. Situation similaire au centre de documentation de l'enseignement supérieur universitaire et de la recherche de Kinshasa. Sans armes, Bible à la main, chapelet, crucifix, rameaux, chantant des chansons religieuses. Pourquoi, Yannick Chisola, il faut ouvrir le feu sur des paisibles citoyens, sur des manifestants qui n'avaient pas d'armes? D'abord, je veux vous dire qu'on n'a pas ouvert le feu sur des manifestants. Cette marche était interdite. Lorsque la marche est autorisée, lorsque l'autorité accepte aux organisateurs de pouvoir marcher, cette marche est encadrée. Mais lorsque, pour des raisons de sécurité, pour des motifs bien fondés, l'autorité interdit une marche, la police a pour mission de pouvoir la disperser. Disperser tout attroupement. Pourquoi? Parce qu'un attroupement, cela enfreint justement la sécurité sur la voie publique. Voilà pourquoi tout attroupement, tout regroupement de plus de 3 personnes, de plus de 5 personnes, la police la disperse. Alors, qu'est-ce que nous avons remarqué? 1. Nous remarquons que malgré l'interdiction de l'autorité, nous étions en face des manifestants hostiles qui ont commencé à faire justement des jets de pierres, à lancer des pierres aux policiers. Vous avez suivi dans les réseaux sociaux, il y a des vidéos, vous êtes une journaliste d'investigation, il y a eu des jets de pierres.
Et la police dispose justement d'une unité des boucliers qui se protège contre justement ce genre d'agression. À la cathédrale, par exemple, de Virunga, à Goma, des manifestants étaient munis de gaz lacrymogène. Ils ont chargé les policiers. Et lorsque, dans une manifestation, il y a une arme, cet attroupement devient un attroupement armé. Une arme suffit. Qu'il y ait juste une arme au sein des manifestants, cet attroupement se transforme en un attroupement armé. Et dans ce cas, ce n'est pas aux grenadiers ou à la police anti-émeute d'agir, c'est à une unité spécialisée antiterroriste. Cette unité est spécialisée justement pour ce genre d'agression. Et donc, nous avons dans cette capitale, dans cette ville, au niveau de Kitambo, au niveau de la Tchangou, nous avons eu face à des attroupements armés. C'est pourquoi il fallait répliquer également par l'arme. Non, c'est-à-dire ceci, c'est-à-dire que... appuyer sur la gâchette. Non, non, c'est-à-dire que les policiers qui viennent pour disperser les manifestants, ces policiers n'ont pas des armes. L'aspirante qui est morte à Kitambo, elle aussi maniait une arme. S'il vous plaît, je dis qu'au sein de l'attroupement, lorsqu'il y a déjà une arme, c'est un attroupement armé. Mais lorsque vous attaquez, lorsque des jeunes s'attaquent, par exemple, à des installations, les policiers qui sont chargés de la protection de ces installations, selon l'article 9 de la loi portant organisation et fonctionnement de la police nationale congolaise, ces policiers sont autorisés à tirer à l'arme d'à feu. La question de l'aspirante, je pense que l'inspection générale de la police est en train de se pencher dessus, la justice militaire se penche dessus. Je crois qu'il s'agit peut-être d'une balle perdue. Yannick Chisola, finalement, on va regretter les morts, mais pourquoi vous ne manifestez aucune compassion pour ces âmes perdues? Je veux vous étonner. Et vous pliez. Je veux vous étonner. À 1000 morceaux. Vous voulez vous couper en 610 pour défendre ce qui a été fait. Madame, je veux vous étonner. Je veux vous étonner. Est-ce que vous savez que les morts, du moins 2 qui sont morts dans ces manifestations, je les connais personnellement. L'aspirante dont vous parlez, je la connais personnellement. Le compatriote Hussein, il était beau-frère à une amie qui vit aux États-Unis, je connais personnellement. Je vous assure, madame, en 2016, il faudrait faudrait pas qu'on puisse discuter sur les conséquences. Allons remontons jusqu'en 2015. En 2015, de janvier jusqu'en décembre, moi je suis quand même du ministère de l'Intérieur, je suis expert au ministère de l'Intérieur, je peux vous dire d'autorité. Nous avons eu des commissariats, des sous-commissariats qui ont été pillés. En 2016, nous avons eu des commissariats, des sous-commissariats qui ont été pillés. Aujourd'hui, la police n'a pas encore récupéré toutes ces armes. Dois-je encore vous rappeler que nous avons eu des évasions dans ce pays, dont la plus spectaculaire est celle de Makala. Nous avons donc des bandits de grands chemins qui circulent dans cette ville et qui sont en train justement d'infiltrer ces manifestations. Le cas de l'aspirante Deschadé, c'est un cas que nous regrettons, mais je pense que la justice finira par nous établir une responsabilité. Je pense qu'il s'agit peut-être là d'une balle perdue. Parce que lorsque vous avez dans les manifestations des gens qui sont effectivement des manifestants qui veulent aller avec chapelet, mais il y a aussi des gens qui veulent piller. Le traitement que l'on accorde à ceux qui veulent piller est différent des manifestants. Voilà pourquoi l'autorité, voyant le risque de ce méli-mélo, l'autorité interdit. Parce que vous avez des gens qui n'ont pas pour objectif de pouvoir manifester. Surtout que même dans la lettre qui demandait la manifestation, on ne vous dit pas clairement quel sera le point de départ, quel sera le point d'arrivée. En fait, on met des compatriotes sur la rue, sur la voie publique, ne sachant pas où ils vont, qu'est-ce qu'ils vont faire. Et voilà pourquoi nous avons justement ces bévures ou cette altercation. Après les laïcs catholiques ne décolèrent pas, ça veut dire que les marches vont commencer. Il y a une marche qui est prévue et qui va être certainement confirmée le 16. Je reviens à vous tout à l'heure. Mardi, l'actualité sur nos antennes était dominée par la sensibilisation de la Commission électorale nationale indépendante sur la machine à voter. Nous avons évoqué aussi ce mardi le séjour du président de la centrale électorale, Corneille Nangaa, au Ghana. Je vous propose de suivre ce congrès.
À la Commission électorale nationale indépendante, on poursuit avec la sensibilisation sur la machine à voter. Mardi, le vice-président de l'organe chargé d'organiser les élections en RDC a sensibilisé les pasteurs de l'église protestante de Kinshasa. Nous voici aujourd'hui, après le conseil des ministres hier, au synode protestant au niveau de notre cathédrale. Nous avons parlé du calendrier, nous avons parlé de la loi électorale et nous avons parlé de la machine à voter. Tout le monde s'apprête pour la date du 23 décembre 2018. Pendant que Norbert Basengezi sensibilisait les hommes de Dieu, Corneille Nangaa conduisait une délégation de la centrale électorale au Ghana. Une visite qui entre dans le cadre des échanges d'expériences dans la gestion et prévention des conflits électoraux. Nous allons avoir des élections cette année, l'élection générale, de 3 scrutins le même jour, présidentiel, législatif national et législatif provincial. La préparation s'est faite quand même dans un climat de tension énorme. C'est l'une des raisons pour lesquelles les hommes sages, les hommes de Dieu viennent au Ghana pour apprendre comment on peut prévenir, gérer, résoudre les conflits éventuels liés aux élections. Le président de la Commission électorale nationale indépendante a rencontré également l'ancien président du Ghana, John Kofi. Mercredi, nous avons évoqué la tension qui a régné à l'université de Kinshasa où les étudiants en colère exigeaient notamment l'application du taux de change de 920 francs congolais pour $1 américain au lieu de 1600 francs congolais. Nous avons parlé du choléra avec cette alerte de Médecins sans frontières. Une vive tension a régné mercredi et jeudi à l'université de Kinshasa où les étudiants protestaient contre l'ajustement de leurs frais académiques, taux de 1630 francs le dollar au lieu de 930 francs, ainsi que la réhabilitation des étudiants renvoyés suite à la marche des opposants du 30 novembre 2017. 24 heures après les échauffourées qu'il y a eu à l'UNIKIN, quelle est la situation actuelle? Actuellement à l'UNIKIN, tout est calme et tout le monde est dans les auditoires. Ceux qui n'ont pas cours sont dans des chambres, et dans le calme et sur le site. Et l'étudiant blessé, il y a des rumeurs qu'il aurait perdu la vie. Vous confirmez l'information? Effectivement, même si vous voyez même aux journalistes qui pourraient passer ici sur le site, je vais les conduire là où ils se trouvent, mais voir qu'il est vraiment bien important. Il n'est pas mort, il est en vie. Et quelles sont les mesures qui ont été prises par rapport à votre situation? Par rapport à cela, ce qui a été réclamé, c'était relatif par rapport au taux. Le taux qui a été fixé, c'est celui de 165 au niveau de la banque. Ça posait un sérieux problème pour que les étudiants aillent payer en francs congolais. Alors c'est ça qui a pu pousser les étudiants à réclamer qu'on puisse payer avec un taux qui pourrait être en mesure que tout le monde puisse payer. Et finalement, le ministre a décidé qu'on puisse payer au taux de 920. Un compromis a été finalement trouvé. Les étudiants de la colline inspirée vont désormais payer les frais académiques au taux de 920 francs congolais pour $1. Décision prise par les ministres de l'enseignement supérieur universitaire. Le même mercredi, l'ONG Médecins sans frontières sensibilisait afin d'éviter la propagation de l'épidémie qui est déjà présente à Kinshasa. MSF a mené des actions en support avec le gouvernement. Pour contenir l'épidémie, il y a des structures adaptées pour la bonne prise en charge des patients. Les soins sont gratuits. MSF mène aussi des actions au niveau des aires de santé touchées, des sensibilisations. À l'heure actuelle, la situation reste un peu sous contrôle. La létalité nulle pour les 2 dernières semaines, pas de décès, parce que la prise en charge menée par le ministère avec le support de MSF a vraiment contrôlé la létalité, mais la morbidité reste encore à suivre. La maladie est hautement contagieuse, avec les mouvements de la population intense dans la ville-province. Les zones de santé, les villages, les communes et la population bougent d'un endroit à un autre chaque jour. Et du coup, quelqu'un qui était peut-être alimité en allant vers Selembao, il peut amener le virus et du coup, la maladie peut se propager.
Jeudi, l'actualité était dominée par les antennes de Numérica Télévision, sur les antennes de Numérica Télévision, par la décision prise par le gouvernement de fermer la maison Schengen, une manière pour les autorités congolaises de protester contre la décision du gouvernement belge de revoir sa politique d'aide à l'égard de Kinshasa au vu de la situation politique. La brouille diplomatique entre la RDC et la Belgique a dominé l'actualité. Comme suivi, le gouvernement a pris la décision de fermer la maison Schengen, une sorte de consulat européen géré par la Belgique qui délivre aux Congolais des visas pour l'Union européenne. Le gouvernement a également signifié au gouvernement belge que la nouvelle agence de développement n'a plus sa raison d'être en RDC. La décision des autorités congolaises intervient après que la Belgique ait révisé sa coopération avec la RDC et coupé son aide qu'elle a réversée dans les domaines humanitaires. Bien, c'est vrai qu'il y a des soucis, puisqu'il y a trop d'acrobaties à faire pour obtenir un visa ici à la maison Schengen. C'est vrai dans les temps quand on s'adressait directement au niveau des ambassades respectives, on n'avait pas de soucis comme ça. Donc, tel que mon dossier était pour un congrès qui devait se tenir au mois d'octobre, là, la réponse tarde. Mais on remarque que si ce sont d'autres acteurs de la société, ils ont accès facilement à ces visas. Nous, les jeunes gens qui sommes dans le milieu scientifique, nous éprouvons des difficultés pour obtenir ces visas. Si on va suivre à la maison Schengen, vraiment, c'est pas bon. Au moins, si on la maison Schengen, si on peut te contacter, les loups soit après lobby, te contacter qui est peu mot calibanda. Si on soit à la maison Schengen, pour n'avoir vraiment bakondi, me côté la biso un peu moins les camo, ils ont vraiment bien été. Bon, net singa naza surpris parce que nga luka la nga na Schengen A. Donc, na sala ba remplissage na nga ba formulaire. Moi, quand je dis que moi, dossier, comment remplir le dossier pour la Schengen, moi, photocopie. La Belgique dit regretter l'annonce du gouvernement congolais de mettre en terme aux activités de l'agence belge de développement sur son territoire, mais également de démanteler la maison Schengen. Pour la diplomatie belge, cette décision de Kinshasa va surtout pénaliser la population congolaise. Qu'est-ce que la République démocratique du Congo gagne en fermant la maison Schengen? Et pourquoi il y a quelques années, les Congolais ont même marché? Nous nous rappelons de cette démarche au devant de la scène, le député national Zakari Bababaswe, pour exiger la fermeture de la maison Schengen. Ça n'a pas été le cas et qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement qui prend le devant pour décider de la fermeture de la maison Schengen. Merci beaucoup pour la question. D'abord, c'est une protestation. Une protestation parce que, comme vous le savez, il y a de cela une année, des Congolais ont marché pour justement exiger la fermeture de cette maison Schengen. Parce que cette maison Schengen compliquait justement cette cellule belge, compliquait l'octroi des visas dans l'espace européen. Vous savez que la maison Schengen concentrait les demandes ou l'octroi des visas de plus ou moins 13 pays. Il était même plus facile d'aller par exemple à l'ambassade de Suisse ou l'ambassade d'Allemagne de solliciter son visa que d'aller à la maison Schengen. Et voilà pourquoi vous avez vu par exemple l'année passée des gens aller protester contre cela. Moi je pense qu'en Europe il y a des pays qui ont besoin de tourisme. Il y a des pays qui ont besoin assez que des Congolais aillent en tourisme. Souvent vous savez que les Congolais ils adorent faire le shopping et tout ça. Et nous avons souvent des complications. Nous avons tout souvent une complication inutile. Mais au-delà de tout ça, moi je pense que c'est une réponse par rapport à ce que vous avez suivi, ce qui est de la coopération entre la Belgique et le Congo. Je crois que la Belgique devra nous respecter. Nous sommes un pays indépendant et il faudrait que ce pays intériorise que ce n'est pas parce que nous avons des difficultés électorales qu'elle peut nous marcher sur les pieds. L'Europe a eu ses temps de déboire. L'Europe a eu ses temps de galère. Mais l'Europe est restée digne, elle a voulu à ce qu'on la respecte. Pourquoi est-ce que la Belgique ne peut pas faire de même? Surtout que nous savons aujourd'hui, parce qu'elle l'a fait pour des raisons de démocratie, soi-disant. Nous savons que si nous sommes arrivés à cette situation, c'est parce que justement cette Belgique a saboté la démocratie dans ce pays. C'est la Belgique qui a tué le Premier ministre élu de ce pays. C'est la Belgique qui a assassiné, 6 mois après l'indépendance, qui a assassiné un Premier ministre, qui a assassiné un président du Sénat, un vice-président du Sénat. Et donc aujourd'hui,
si la Belgique veut s'adresser à nous, elle doit le faire avec beaucoup de modestie parce qu'elle n'a pas, comme a dit le chef de l'État, elle n'a pas de leçon de morale à nous donner. La Belgique a assassiné la démocratie, c'est ce que disait aussi le président de la République vendredi lors de son point de presse, après près de 6 ans à la presse nationale et internationale tenue au Palais de la Nation. Je vous propose ici de retourner revivre ce qu'a été le point de presse de Joseph Kabila devant la presse vendredi. Le droit à manifester librement sans que répression s'en suive toujours, une véritable préoccupation que les journalistes n'ont pas hésité à soumettre au chef de l'État. À ces sujets, Joseph Kabila n'a pas eu besoin d'éluder quoi que ce soit. Le président de la République a donné sa lecture. Peut-être que tout d'abord, c'est l'occasion pour moi de présenter mes condoléances à tous ceux qui ont perdu le leur, et parmi eux les innocents, le policier et quelques manifestants. Et je pense que ce n'était pas du tout nécessaire. Une manifestation ne doit pas conduire à une situation de mort d'homme. Non, pas du tout. Mais la loi va nous aider à recadrer tout ça. Et j'espère bien que ce sera un nouveau départ. Que ce soit à travers des manifestations, et principalement les manifestations. Autre sujet sur lesquels sont prévenus les journalistes, ce sont les assurances attendues du chef de l'État quant à la tenue des élections et au respect du calendrier électoral. Mais aussi une question au pilori, celle de savoir si Joseph Kabila ne se représentera plus comme candidat. Bonjour Monsieur le Président, Florence Maurice, RFI. Monsieur le Président, serez-vous candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018 ? Est-ce qu'on a une copie de la Constitution du pays ici? Veuillez remettre une copie à ma petite sœur ici, journaliste du RFI. Donc vous ne serez pas candidat? On va vous remettre la Constitution de la République. Une copie, dis-moi, une copie. Pourquoi le président de la République, excusez-moi, pourquoi il est difficile pour le président de la République, Joseph Kabila, de dire que je ne serai pas candidat? Et voici l'article de la Constitution qui le dit. Pourquoi il évite, lui, de prononcer ces mots lui-même? Madame, je voudrais vous aussi dire une chose. Parce que nous avons parlé de cette question depuis plus de 3 ans. Vous voulez que le président de la République vous le dise en quelle langue? Il l'a dit plusieurs fois. Et puis, pourquoi vous voulez que le président de la République se prononce pour une question qui a été déjà réglée, qui est déjà réglée dans la Constitution? Nous avons la Constitution. J'ai aussi amené une copie. Peut-être qu'après l'émission, je sais que vous avez de la Constitution, je pourrais vous faire cadeau d'une deuxième. Mais je ne suis pas votre petite sœur. J'ai amené votre copie, une copie. Je voudrais rajouter au nombre de constitutions que vous avez. Pourquoi est-ce que vous voulez, madame, que le président de la République revienne sur des questions qui sont déjà réglées dans la Constitution? Le chef de l'État s'est adressé au Congrès, à nos représentants réunis en Congrès, le 5 décembre 2016, si je m'abuse. Il a dit que son sort était réglé de manière satisfaisante dans notre Constitution. Il a dit que notre République n'était pas une monarchie, mais c'était une démocratie constitutionnelle. Il l'a dit. À la question de la journaliste de RFI, le président a dit qu'on remette une copie, et le directeur de cabinet adjoint a remis une copie que le chef de l'État a dédicacée à la fin, pour qu'elle lise. C'est très lisible, c'est écrit en français, leur langue. Vous voulez que le chef de l'État dise encore quoi? Vous voulez que le chef de l'État fasse encore quoi? Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de mobiliser sa majorité à se préparer aux élections, à affronter les élections. Regardez les actes.
Nous sommes en train de nous engager dans ces élections. Pas plus tard qu'hier, il y a eu une réunion de la majorité où nous avons des stratégies pour pouvoir battre campagne, pour pouvoir vendre notamment le changement des statuts du PPRD, le Parti du Peuple pour la Réconciliation et la Démocratie. Samedi, on va donc prendre ce dernier élément du PPRD, diffuser samedi sur nos antennes le café politique tenu par le secrétaire général, le professeur Henri Mova-Sakane. Siège du PPRD, Henri Mova-Sakane, qui gère les partis au quotidien, reçoit une visite. Le député national Zoé Kabila, cadre du parti, est venu échanger avec lui. Le temps d'une brève visite du siège, les deux hommes s'enferment pour discuter, puis se séparent tous deux dans l'enthousiasme, sourire aux lèvres. Pas de répit, Henri Mova se rend à la grand-messe de chaque semaine. Le café politique de ce vendredi est spécial. Il coïncide avec les 17 ans d'accession de Joseph Kabila au pouvoir. D'où le thème choisi, Joseph Kabila Kabangé, 17 ans de gouvernance. À la tribune, 3 personnalités se succèdent. Tous 3 ont été au premier rang et ont vécu ces 17 ans de pouvoir sans rien rater. Tout d'abord, Némi Mouilania, actuel directeur de cabinet du chef de l'État, il est entré dans les intimes convictions du leader du parti. Maître Jean Bouillou, ancien directeur de cabinet adjoint de M. Laurent Désiré Kabila, ancien ministre, mais aussi proche du Raïs, s'est lancé, lui, dans une rétro-perspective à l'occasion de ses 17 ans. Comment préserver les acquis, comment faire face aux tentatives de déstabilisation et comment relever les défis, tel a été l'essence même de son speech. Puis vint le tour du professeur Adolphe Loumanou Bonasefou, ancien directeur de cabinet de Raïs. Il est revenu, lui, sur le grand moment de ses 17 ans, dont les camarades du PPRD devront être particulièrement fiers. C'est dans une ambiance de fête que le café politique de ce vendredi 26 janvier a été clôturé par Henri Mova-Sakane. On a terminé, Yannick Tissola, on a même 0 minute. Mais je prends 30 secondes pour poser la dernière question. Les statuts du PPRD révisités, il y aura l'initiateur devient automatiquement le président du parti, il y aura un vice-président, un secrétaire permanent, etc. Mais tout ça nous renvoie un peu à la formule de l'ANC en Afrique du Sud, où le président du parti est automatiquement le président candidat président de la République pour le parti. C'est ça? Nos statuts n'ont pas été révisés pour faire du copier-coller avec ceux de l'ANC. Nous avons, l'autre Conseil national s'est réuni pour réadapter le fonctionnement justement de notre parti. Nous voulons justement avoir des structures fortes pour pouvoir faire de ce grand parti un parti fort, parce que nous avons l'ambition de pouvoir gagner ces élections à tous les niveaux, et il faudrait que notre parti soit très bien structuré. Et donc, ce n'est que ça. Nous sommes en train, nous, de nous préparer sérieusement aux élections, alors que nous avons en face de nous des gens qui s'agitent, des gens qui préfèrent se balader dans les rues, d'organiser des marches, des marathons. Le jour de dépôt de candidature, ils seront surpris. Ils seront surpris et ils n'auront que 2 options, soit le boycott, soit la contestation. Nous allons aller jusqu'à la fin. Parce qu'en 2006, si nous avions suivi les caprices de l'UDPS, nous n'aurions pas des élections en 2006. Si nous avions suivi les caprices de l'UDPS, nous n'aurions même pas une constitution. Nous n'allons pas suivre les caprices de l'opposition. Nous allons aller jusqu'au 23 décembre pour que le peuple se choisisse des dirigeants de leur choix. Mais il devient en même temps difficile pour certains d'arborer les couleurs du PPRD à travers les rues de la capitale Kinshasa. À travers le pays, madame. Je viens de Kambov. Demain, je vous amènerai mes images de Kambov. Le PPRD est le parti porte-étendard. Le PPRD est le parti phare de ce pays. Le PPRD est le parti qui a apporté la démocratie dans ce pays. Et le PPRD est un parti aimé. Circulez, regardez nos adhésions. Je vous invite le samedi au sabbat politique des jeunes leaders. Vous allez voir comment les jeunes portent le parti. Aujourd'hui, le PPRD est porté par les jeunes parce que c'est un parti de la jeunesse. Et je voudrais aussi inviter les jeunes à pouvoir adhérer au PPRD parce que c'est un parti qui a l'espoir, l'espérance du peuple congolais. C'est le seul parti qui a aligné les élections plus de 3 fois. Et je crois Ce journal est terminé. Ce journal est terminé malheureusement. Yannick Tissola, on a même pris 2-3 minutes à la technique de veuillez ne pas nous en tenir rigueur. Ainsi, je vous retrouve demain, lundi, 21h15, dans le cadre du magazine Noticia. Noticia avec 2 co-débatteurs, donc 2 sons de cloche. Demain, ça sera à 21h. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur nos antennes. Bonsoir et à demain.